En tout cas, donc, pour travailler, donc, pour créer des applications, dans cette démonstration, je vais vous résumer l'essentiel, ce qu'il faudrait retenir sur Servlet JSP. Et d'ailleurs, on va voir, on va créer un petit exemple d'application. Et je vous donnerai une idée comment carrément structurer votre code en quelque sorte. C'est comme si vous allez essayer de créer un petit framework, c'est-à-dire comment vous pouvez rendre votre application ouverte à l'extension et fermée à la modification. Et sans trop tarder, on va passer vers Spring MVC, parce qu'en fait, d'une manière générale, le travail que je vais vous montrer là, souvent, c'est juste pour vous montrer comment, c'est-à-dire de maîtriser la technologie web J2E. Servlet JSP parce que la base des composants web. Mais dans la pratique, c'est que souvent, il faut utiliser un framework pour vous faciliter donc, ce travail. Mais avant qu'on parle de framework, donc voyons comment d'abord créer une servlette, un projet qui utilise Servlet et JSP. Alors d'abord, la première des choses, donc juste une chose importante, c'est que quand vous travaillez avec Eclipse, il faut quand même regarder dans votre environnement. Dans les préférences, regardez la version de Java qui est installée dans, bien sûr, le workspace. Alors, souvent, vous avez par défaut un GRE, n'est-ce pas? Java Runtime Environment. Alors, de préférence, donc, d'utiliser un JDK. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas un JDK qui est spécifié là, donc vous pouvez l'ajouter. Et après, si par exemple, vous avez une version déjà qui est installée, alors par exemple, pour moi, donc, vous savez que les JDK sont installés dans Programme, File, Java. Et après, vous pouvez chercher donc JDK. Et voilà, sélectionner. Alors ça, c'est ce que j'ai déjà fait ici. Et après, vous cochez ce JDK, c'est-à-dire maintenant dans mon application, les projets que je crée, donc j'utilise plutôt un JDK plutôt qu'un GRE. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, donc si vous voulez créer maintenant un projet qui utilise Servlet, donc vous avez deux manières de faire. Soit créer ce qu'on appelle un projet web dynamique. Donc je vais créer un Dynamic Web Project. Donc je vous rappelle que pour créer un projet web dynamique, ça suppose que vous avez la version de Eclipse J2E, Java Enterprise Edition. Parce qu'en fait, dans Eclipse, il y a deux versions. Il y a Eclipse for Java Developer, n'est-ce pas? Et après, il y a Eclipse for Java Enterprise Developer. C'est quoi la différence? C'est la même chose, sauf que dans Java Enterprise Developer, il y a un plugin qui a été ajouté, tout simplement, qui a été installé, qui permet donc d'ajouter des fonctionnalités pour développer des applications web J2E. Alors, en tout cas, le plus simple, c'est de créer un projet Dynamic Web Project. Mais après, donc, je vais vous dire tout à l'heure que c'est pas comme ça qu'il va falloir travailler. Plutôt, donc, créer un projet Maven. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment créer un projet Maven dans lequel vous allez créer l'application web parce que c'est beaucoup plus pratique de travailler avec Maven que de travailler comme ça. Alors, je vais créer un projet web dynamique que je vais appeler donc First Web. Alors, quand vous créez donc un projet web dynamique, donc la première des choses que vous aurez besoin de spécifier, alors sans doute au départ, vous avez ici Target Runtime. Alors, parce que quand on crée un projet web J2E, on a besoin d'un serveur. Alors forcément, si aucun serveur n'a été ajouté au workspace, ben c'est l'occasion de le faire, c'est ce que je vais faire ici, New Runtime. Et après, vous pouvez maintenant aller vers spécifier quel type de serveur que vous aurez besoin d'utiliser. Alors dans mon cas ici, je vais utiliser Apache Tomcat version 8.5, Next. Mais maintenant, il me faut Apache Tomcat. Il n'est pas installé par défaut. Alors Tomcat, donc c'est un fichier .zip que vous pouvez télécharger. Donc Tomcat 8.5.zip, vous le téléchargez, vous faites l'extraction et vous le mettez quelque part. Alors pour mon cas, donc j'ai ici donc dans le dossier Tools, j'ai Apache Tomcat 8.5. Alors c'est-à-dire, en fait, il faut spécifier où se trouve le serveur. Alors bien sûr, on peut utiliser d'autres serveurs autres que Tomcat. Alors, quels sont les serveurs que vous pouvez utiliser? Donc, ça, vous le savez. Donc, vous pouvez utiliser Glassfish, vous pouvez utiliser WebSphere, JBoss.
il y a plein de serveurs d'applications dans J2E que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas? Mais si vous voulez juste créer une application web, c'est-à-dire tout court, alors vous utilisez donc Tomcat. À la rigueur, donc la dernière fois, je vous ai parlé de deux modèles. Il y a le modèle avec multithread, avec les entrées et sorties bloquantes, et le modèle single thread avec des entrées et sorties non bloquantes. Alors, généralement, quand vous utilisez Tomcat, c'est plutôt vous êtes dans le modèle multithread avec des entrées et sorties bloquantes. Alors, si vous voulez utiliser l'autre modèle, vous utilisez GT, Netty plutôt. Donc Netty, donc c'est un serveur qui a implémenté donc ce pattern, c'est-à-dire single thread avec des entrées et sorties non bloquantes. Mais peu importe, c'est pas ça vraiment l'objectif pour le moment. Alors en tout cas, donc j'ai choisi Tomcat comme serveur. Next. Et après, en fait, la dernière étape de la création de ce projet, il y a une case à cocher ici, donc Generate Web XML. Alors généralement, c'est un fichier souvent qui n'est pas obligatoire, mais ça présente presque il est obligatoire, parce que même s'il y a des annotations avec lesquelles on peut déployer servlet, mais il ne faut pas oublier que dans Web XML, on peut faire plus que déployer une servlet. On peut carrément implémenter la partie sécurité de l'application web, on peut faire plein de choses. Donc, ce qui fait que le fichier web XML, donc, il sera toujours présent souvent dans un projet web dynamique comme ça. Finish. Donc ici, donc, si vous travaillez comme ça, bon, vous n'avez pas besoin d'ajouter des librairies, des jars, etc. à votre projet. Pourquoi? Parce que finalement, vous utilisez les librairies qui sont fournies par Tomcat. Parce que Tomcat, c'est lui qui fournit l'API Servlet. Bon, c'est lui qui fournit donc l'API JSP, etc. Donc ça veut dire que les librairies contenant donc ces API-là, donc ils sont déjà fournis. C'est clair? Alors maintenant, ce que je vais faire dans un projet J2E, donc vous avez le dossier source. Alors dans le dossier source, donc c'est là on va écrire le code source. Et après vous avez un dossier web content dans lequel on trouve un dossier web inf et justement qui contient ce fichier web XML. Et après, si vous avez des nouvelles librairies que vous voulez ajouter à ce projet-là, il faut les copier dans le dossier lib. Alors ça, c'est un projet web dynamique. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais créer une servlet. Donc je vais créer une classe Java que je vais appeler contrôleur servlet. Je la mets dans un package que je vais appeler web. Finish. Alors vous pouvez bien chercher new, vous allez chercher dans les composants, vous dites new servlet, ben, il vous crée toute une servlet toute faite, même déployée dans le fichier web XML, mais c'est déconseillé de commencer comme ça, parce qu'au moins vous devrez, parce que le plus important dans tout ça, ce n'est pas l'utilisation de servlet elle-même, c'est plutôt de maîtriser l'architecture web J2E. Alors donc, qu'est-ce que nous avons dit qu'une servlet c'est quoi? C'est une classe Java qui devrait hériter de la classe HTTP servlet. Alors, si vous n'avez pas HTTP servlet dans votre contexte, ben, ça signifie tout simplement que vous n'avez pas spécifié le chemin du serveur. Ça veut dire que si vous n'avez pas spécifié quel serveur, bon, forcément, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas d'API servlet que vous pouvez utiliser. Et après, je vais redéfinir la méthode doGet. Alors la méthode doGet, comme vous le voyez, donc, il reçoit les deux paramètres request et response. Request, response. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc, dans un premier temps, juste un petit message comme ça. Alors, response.setContentType. Alors je suppose que je vais envoyer des codes HTML, parce que quand on utilise Servlet, on n'est pas toujours censé générer du HTML. On peut parfois envoyer au client des résultats en format JSON, XML. Donc ça, on va voir comment le faire tout à l'heure. Ensuite, j'ai besoin de créer un objet print writer. Alors c'est bien l'objet out response.get. Alors response
.getWriter. Et après, on va utiliser cet objet out pour envoyer donc des messages. Print line. Bon, on va commencer à écrire des choses très basiques. HTML. Head, par exemple. First servlet slash. Ça c'est title. Bon. Slash hit slash. Après, donc j'écris directement out.println body. Body. Ainsi de suite. Alors vous voyez déjà la lourdeur de cette manière de faire. Alors je vais utiliser le style H3. Un petit bonjour tout simplement pour le moment. Slash H3. Et après je termine par slash body slash HTML. Bon, une première servlette. Alors maintenant, cette servlette, pour qu'on puisse bien sûr la tester, il faut la déployer. Alors nous avons expliqué que pour déployer une servlette, il y a deux façons de faire. Soit vous la déclarez dans le fichier web XML. Alors dans le fichier web XML, donc, vous avez des contenus par défaut qui est généré, notamment welcome file list, parce qu'en fait, vous savez, dans une application, il y a toujours la page par défaut, la page qui s'affiche par défaut. Ici, donc, c'est index.html, sinon c'est index.html, etc. Alors tout ça, on n'en a rien à faire pour le moment. Je peux supprimer tout ça. Et ce qui m'importe ici, donc comment déployer une servlette. Ça c'est important. Alors pour déployer une servlette, il faut déclarer un élément servlet dans lequel vous avez servlet name. Je vais l'appeler controller servlet. Bon, à l'intérieur duquel je vais utiliser plutôt servlet class. Alors, classe, il faut spécifier bien sûr le package web.la classe. Alors ça signifie qu'au démarrage, en fait, Tomcat, il va lire la servlette, il va la charger en mémoire, il fait new instance. Une fois qu'il va l'instancier, il appelle automatiquement la méthode init. Donc, rappelez-vous, donc c'est l'initialisation. Ici, donc, maintenant, quelle URL que je peux utiliser pour faire appel à cette servlette? Donc, en utilisant servlet mapping. Alors, dans servlet mapping, vous avez servlet name, c'est toujours CS. Et après, URL pattern. Bon, je peux mettre par exemple étoile.do. Comme je peux copier ça une deuxième fois, je mets par exemple ici slash controller. Ça veut dire quoi en fait ici? Ça veut dire que pour faire appel à cette servlette, donc j'ai deux façons de faire. Soit que j'écris n'importe quoi .do ou bien j'écris slash controller. Alors maintenant pour tester cette servlette, nous avons besoin de démarrer le serveur. Alors le moyen le plus simple sur Eclipse de le faire, c'est directement votre projet, vous faites run on server. Alors qu'en fait run on server, donc il vous demande quel serveur que vous voulez sélectionner et c'est donc Tomcat 8 que nous avons spécifié tout à l'heure. Alors ici, il va déployer votre projet. Alors ici, donc, first. Alors voilà ce que je vais faire dans un premier temps pour ne pas avoir de confusion. Alors en fait, il y a la fenêtre servers. Alors par défaut, donc, vous n'avez pas de serveur qui est créé, donc je vais le supprimer, ce serveur-là, cette instance. Voilà. Alors, comme je disais, donc, si vous voulez, au niveau de la fenêtre servers, on va créer une instance du serveur. On va ajouter une instance. Je vais spécifier quel type de serveur c'est. Tomcat 8.5. Je déploie le projet. Donc, une fois que vous avez créé donc l'instance du serveur, après, comme je disais, donc vous pouvez
Dans la partie Add and Remove, vous pouvez déployer un projet. Alors ici, par défaut, donc, quand vous voyez par exemple, là à gauche, vous allez voir la liste des projets qui sont créés dans le Workspace. Et moi, ce que je vais faire, donc je vais déployer le projet First App. Et après, Finish. Et après, vous faites Run. Start. Alors ici, donc, vous démarrez le serveur Tomcat. Alors en fait, le serveur Tomcat, par défaut, il utilise le port 8080. Après, il se peut que le port soit occupé par une autre application. Donc il va falloir soit vous changez le port au niveau de la configuration ici, ou bien vous le faites autrement. Donc ça, c'est la première solution. Et après, vous lancez votre navigateur et vous testez l'application. Mais pour tester l'application, donc il va falloir écrire quelque chose comme ça, c'est http://localhost 8080 / le nom du projet, c'est First Web, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le projet d'abord. Et après, qu'est-ce que vous voulez? La ressource. Alors vous voulez la ressource, je mets /controller. Alors en principe ici, donc vous avez le message qui s'affiche, ça veut dire que votre servlet a été bien déployé. Alors je peux également appeler la page ce contrôleur en utilisant par exemple test.do. Encore chercher .do. Bon, l'essentiel c'est que ici vous avez ce qu'on appelle les URL patterns. Donc je peux appeler une servlet en utilisant plusieurs patterns. Alors maintenant, supposons que vous voulez envoyer un paramètre, par exemple name égale par exemple Mohamed, comme ça. Bon, c'est-à-dire vous envoyez un paramètre URL avec la requête. Si vous voulez le récupérer côté servlet, donc nous allons devoir utiliser l'objet request. Alors pour utiliser l'objet request, donc on va le faire ici. Donc on va déclarer une variable name égale request.getParameter. Je récupère le paramètre name. Ici donc je vais faire quelque chose comme bonjour plus name. Alors tout ça c'est du bricolage, n'est-ce pas? Après ça c'est pas des bonnes pratiques, mais c'est toujours bien de passer par ça pour comprendre qu'est-ce que les frameworks vont apporter à votre application. Alors maintenant, si vous voulez tester encore, au lieu de passer, il y a une autre manière plus simple, c'est directement à partir de votre projet, vous faites run on server, ce qui permet de lancer Tomcat. Et en même temps, il va vous afficher un navigateur local, c'est-à-dire un navigateur sur Eclipse, qui vous permet de tester, voilà, ici directement. Donc vous pouvez utiliser directement /test, par exemple contrôleur, point d'interrogation, name, égale, vous mettez la valeur du paramètre. Alors ici donc, vous voyez ici donc c'est-à-dire le premier test. Alors comme je disais tout à l'heure, pour ne pas utiliser donc des servlets, c'est pas pratique d'utiliser des servlets, il faudrait utiliser les pages JSP pour les vues, pour tout ce qui est l'affichage. Alors c'est ce que je vais faire pour créer une page JSP. Alors ici donc par défaut donc je la crée dans le dossier web content new JSP file. Alors je l'appelle view.jsp. Alors vous voyez donc une page JSP, c'est presque une page HTML dans laquelle vous pouvez afficher un message. Alors maintenant c'est plutôt sympathique parce que vous êtes dans un éditeur HTML, donc vous pouvez écrire votre code HTML d'une manière normale. Alors ici donc j'écris le texte bonjour from. Alors là, je ne sais plus écrire si en anglais ou en français. On finit toujours par ne faire ni du français ni de l'anglais. Alors, les from JSP. Alors ça c'est une page JSP. Alors maintenant vous voulez appeler une page JSP, c'est très simple, directement dans votre navigateur vous appelez view.jsp. Vous avez remarqué, la première fois que vous appelez une JSP, ça prend une petite fraction de seconde. Alors pourquoi? Parce que Tomcat doit la convertir en servlet. Donc le premier appel, mais le deuxième appel c'est plus le cas.
Donc vous voyez donc ici, il faut bien noter que tout ce que vous pouvez faire avec JSP, vous pouvez le faire avec Servlet. Et tout ce que vous pouvez faire avec Servlet, vous pouvez le faire avec JSP. Mais dans la pratique, il faut combiner les deux. N'est-ce pas? Alors si on va utiliser Servlet pour jouer le rôle de contrôleur, dans ce petit exemple, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le contrôleur, lui, c'est pas lui qui va afficher. Donc le contrôleur, il va juste récupérer le paramètre name, mais après il fait appel à la vue, et c'est la vue JSP qui va l'afficher. Alors pour faire une redirection, on fait un forward, on utilise quoi? L'objet request.getRequestDispatcher. La vue s'appelle view.jsp et on appelle la méthode forward request response. Alors en fait, si vous faites ça, ici pour le moment, notre JSP, on appelle maintenant le contrôleur directement. Alors comme remarquez, donc vous appelez le contrôleur et après vous avez le résultat from JSP. Donc c'est quoi ça? C'est un forward, n'est-ce pas? C'est clair? Alors si vous voulez faire la redirection, c'est différent. Alors je mets ça ici. Faites un redirect. C'est response.send redirect. Vers quoi? View.jsp. Alors vous remarquerez, cette fois-ci c'est différent parce que si j'appelle le contrôleur, n'est-ce pas? Regardez ce qui m'affiche, c'est la vue. Donc c'est là où vous comprenez. Quand il y aurait une chance, c'est-à-dire il s'agit bien d'une redirection. Mais pour vous, le résultat c'est le même. Mais c'est complètement différent. Alors maintenant, je voudrais transmettre le paramètre name ici à la JSP, comme ça il va le traiter. Alors en fait, comment on gère, c'est-à-dire si vous voulez qu'une servlette puisse transmettre des données c'est-à-dire des données à la vue, quand vous faites un forward, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser request. Tout simplement, parce que quand on fait un forward, on transmet l'objet request. Alors dans l'objet request, il y a une méthode qui s'appelle setAttribute qui vous permet de créer un attribut que je vais appeler par exemple modèle. Alors supposons que c'est ça le modèle qui contient les données qui vont s'afficher au niveau de la vue. Alors pour le moment, mon modèle contient tout simplement name. Pour le moment, rien de spécial. Alors si vous faites ça, dans ce cas-là, dans la page JSP, on va récupérer le modèle. Alors pour récupérer le modèle, donc je dois écrire du code JSP. Et je peux lire par exemple string name égale à quoi? Request.get attribute. Je vais récupérer un attribut qui s'appelle modèle. Ici, la méthode retourne un objet de type object, donc j'ai besoin de faire un cast vers string. Ici, donc, je peux dire par exemple hello, hello, et j'écris directement le code JSP, inférieur pourcentage égal. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous faites out.println. C'est la même chose. Ici, donc, j'affiche quoi? Name, mais dans ce cas-là, vous utilisez un point virgule. Alors, quand vous travaillez comme ça, c'est que vous êtes en train d'écrire ce qu'on appelle un scriptlet. En fait, un scriptlet, c'est quoi? C'est du code Java. C'est du simple code Java écrit entre les balises inférieur pourcentage et pourcentage supérieur. Alors que si juste vous voulez afficher, au lieu de faire ça, vous pouvez utiliser égal directement. Égal, mais attaché. Égal name. C'est la même chose. Donc c'est comme si vous faites out.println. Ça, c'est ce qu'on appelle une expression. Donc quand vous avez un inférieur pourcentage égal, c'est ce qu'on appelle une expression. Scriptlet expression. Alors maintenant, on va tester. Alors remarquez bien que parfois, donc, quand vous faites les modifications, il y a Tomcat qui recharge le contexte. Il redémarre automatiquement. Je n'ai pas besoin d'arrêter de redémarrer. Mais parfois, si vous changez dans le fichier web XML, ce n'est pas le cas. Il faut redémarrer. Parce que le fichier web XML,
c'est-à-dire il le lit uniquement au démarrage. Voilà. Alors, je peux voir ici donc, par exemple, là, j'appelle contrôleur, point d'interrogation, name égale Hassan. Alors, je vois ici donc hello Hassan from JSP. Donc, c'est-à-dire que je suis bien en train de faire la communication entre servlet et JSP en utilisant un forward. Mais supposons que vous voulez le faire par la redirection. Alors, si vous voulez le faire via la redirection, si vous faites ça, vous allez constater que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, si vous faites ça, comme ça, ici, alors on fait une redirection au lieu d'un forward. Alors, vous envoyez name Hassan, mais regardez le résultat. C'est quoi ça? Nul. Donc, c'est normal. Quand vous faites une redirection, il s'agit bien que vous envoyez, en fait, le navigateur, il envoie une nouvelle requête vers JSP. Et quand une nouvelle requête, s'il y a un paramètre à lui envoyer, ben, il faut l'envoyer ici, c'est-à-dire sur l'URL. Alors, comment on va le faire ici? Donc, on va dire, on fait un forward vers JSP avec quoi? Name égale name. Alors, ça, c'est... Mais là, quand vous envoyez juste un paramètre de 3, mais quand il y a carrément un objet qui contient des listes d'objets, plein de choses, avec une redirection, c'est pas pratique, n'est-ce pas? Alors ici, donc, je reviens ici. Contrôleur. Et là, plutôt... alors ici, bien sûr, ça ne va pas marcher, c'est normal, n'est-ce pas? Parce que dans la JSP, cette fois-ci, ce n'est plus get attribute, c'est get parameter. Et ce n'est plus, le paramètre ne s'appelle pas modèle, s'appelle name. Alors quand vous faites get parameter, vous n'avez pas besoin de faire un cast parce que par défaut, les paramètres sont de type string. Alors c'est pour cela que ça n'a pas marché. Alors, vous voyez donc ici, je fais une redirection du contrôleur vers une JSP, mais je préserve des paramètres entre le contrôleur et la JSP. Mais après, par la suite, dans les applications, il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser le forward. Mais plutôt, dans la majorité des cas, c'est plutôt le forward qu'on va utiliser. Mais il y a des cas particuliers dans lesquels on fait une redirection. C'est clair? C'est clair? Différence entre servlet et JSP. Alors maintenant, pour ne pas travailler dans un projet Java, comme ça, dans un projet web dynamique, ce n'est pas pratique. Pourquoi? Parce que dès que vous allez commencer à utiliser des frameworks, il faut chercher les jars, n'est-ce pas? Il faut les copier dans le dossier libre, si pas la bonne version, etc. Donc vous aurez des problèmes. Et tant plus quand vous allez générer l'application, donc c'est pas assez pratique comme ça. Donc au lieu de travailler un projet web dynamique, ce qui est quelque chose de très ancien, généralement ça on le fait uniquement quand l'objectif c'est de connaître c'est quoi une servlet, c'est quoi une JSP, c'est quoi la différence. Mais dans la pratique, plutôt il faut utiliser un projet Maven. Alors voilà, je vais vous montrer comment construire un projet Maven pour une application web. Alors je vais créer un Maven project. Donc un projet Maven. Je vais créer un simple projet Maven, simple, next. Alors quand vous créez un projet Maven, on a besoin de spécifier le groupe ID. Je peux par exemple mettre org.ma par exemple .n7. Ça c'est le groupe ID. Artifact ID c'est le nom du projet. Par exemple bank app par exemple. Et après ici vous avez dans le packaging. Alors vous savez quand vous créez un projet, donc vous avez dans le packaging, vous avez soit jar ou bien war. Alors si vous, dans notre cas ici on va mettre war, web archive, ça veut dire quoi? Parce qu'on souhaite c'est de créer une application web et en fait quand vous créez un war, ça veut dire quoi? C'est que le résultat, le package final c'est un war, mais pour que ça marche, il va falloir le déployer dans le serveur, dans un serveur. C'est-à-dire il faut démarrer Tomcat et déployer votre
votre WAR dans le serveur. Alors que si vous utilisez jar, ça veut dire que c'est une application Java. Et dans ce cas-là, c'est votre application Java qui devrait démarrer Tomcat. Donc si vous voulez que ce soit une application web. Hein? D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir avec Spring. Parce que quand vous travaillez avec Spring Boot, quand vous démarrez une application Spring Boot, c'est une application Java, mais c'est elle-même qui démarre Tomcat. Mais dans un WAR, c'est l'inverse. Il faut d'abord démarrer Tomcat et après déployer le projet dans Tomcat. C'est plutôt le conteneur web qui va démarrer votre application, qui va utiliser l'application. Donc ça, c'est deux choses différentes. Mais vous pouvez dire qu'en fait, ça fait quelques années maintenant, c'est que le WAR, c'est le passé et le jar, c'est le présent et le futur. C'est-à-dire, si vous voulez créer des applications très modernes, donc on va opter pour l'approche qu'on appelle microservice. Et quand vous utilisez l'approche microservice, ça veut dire que vous n'aurez plus dès que la notion d'un seul serveur dans lequel je vais mettre toutes les applications. Donc chaque application elle a son propre conteneur web Tomcat. Et dans ce cas-là, on va plutôt donc utiliser d'autres manières de faire. Mais ce n'est pas l'objectif maintenant, ça on va le voir avec Spring. Donc on va tout à l'heure voir comment le faire avec Spring Boot. Donc en tout cas, ici donc, je suppose que je crée une application Maven, un projet Maven dans lequel je veux créer une application web. Donc c'est un WAR, finish. Alors si vous créez le projet, alors en fait quand vous créez un projet Maven, donc il vaudrait mieux avoir la connexion, parce que là a priori donc je ne suis pas connecté. Je crois même que la connexion ne marche pas. Quand il y a des milliers de... C'est bien ça? Votre connexion ne marche pas? Ça marche? Donc c'est-à-dire le nombre d'étudiants connectés dépasse déjà hein? On a atteint la limite, donc... Vous comprenez l'approche multithread hein, avec des entrées et sorties bloquantes? C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'utilisateurs qui sont actuellement connectés, ça y est, il ne reste plus de possibilités pour connecter les autres. Peu importe. Alors ça, c'est pas... Alors en tout cas, donc, une fois que je crée le projet, regardez. Déjà, en fait, dans votre projet, un projet Maven, c'est un projet... alors là, on n'a plus besoin d'afficher donc la fenêtre Project Explore parce qu'ici donc vous avez la perspective Java et perspective J2E. Alors qu'en fait J2E, donc quand vous êtes en perspective Java EE, c'est là où vous allez avoir des fenêtres comme servers, etc. Mais si vous créez un projet Java, donc vous êtes plutôt dans perspective Java. Et dans ce cas-là, vous avez la fenêtre Package Explorer. Bon, c'est une application Java. Donc je préfère voir plutôt un projet sous forme de Package Explorer que de le voir en tant que Project Explorer qui vous donne une structure qui ne représente pas le contenu de votre dossier. Mais en tout cas, si vous voulez basculer de perspective Java vers perspective J2E, vous avez ici des petits boutons, mais sinon vous pouvez le faire ici, Open Perspective. Vous pouvez passer donc, voilà, et vous pouvez basculer donc d'une perspective Java vers perspective Java EE. C'est quoi perspective? C'est juste l'IDE, il vous affiche de nouvelles fenêtres parce qu'il sait que c'est un projet EE. Donc il y a des fenêtres qui vont vous afficher, mais en tout cas en cas de besoin, vous pouvez toujours basculer. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez un projet Maven, c'est un projet qui contient le dossier main Java. Il y a un dossier main ressources dans lequel on peut mettre les ressources. Et après, vous avez dans le dossier source, vous avez main. Il y a un dossier web app. Mais jusqu'à présent, si vous regardez le fichier POM XML, et vous allez voir ici, il va vous reprocher quelque chose. Il vous dit, en fait, ici, votre projet, il n'a pas de fichier web XML. Parce qu'en fait, pour lui, un projet web, un WAR, nécessite un fichier XML. Même si vous ne l'utilisez pas, on devrait l'avoir. Alors maintenant, on va générer ce fichier web XML, soit que à l'intérieur de web app, vous créez un dossier qui s'appelle webinf majuscule, dans lequel vous créez le fichier web XML, ou tout simplement vous le générez. Alors comment vous le générez? Donc sur le projet propriété, vous avez Java Tools, vous avez généré deployment descriptor stub. Alors en fait, si vous faites ça, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'il vous génère?
il vous génère le fichier web XML. Vous allez voir que dans Web App, il vous génère WebInf dans lequel vous avez Web XML. Alors ça veut dire que c'est juste pour démarrer, vous dites mon projet il est déjà comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans notre POM plutôt XML, nous avons besoin d'abord de spécifier la version de Java. Parce que vous voyez donc par défaut, remarquez bien qu'un projet Maven, par défaut, si vous ne lui dites pas quelle version, par défaut, il utilise Java 5. GSDK 5. Alors moi, j'utilise Java 8. Donc je vais utiliser Properties. Et je spécifie donc notamment la version de Java avec maven.compiler.source. Ici, je vais utiliser 1.8. Également, la propriété maven.compiler.target. C'est toujours 1.8. Alors ici, donc ça c'est pour Java. D'ailleurs, si vous voulez voir c'est-à-dire est-ce qu'il a pris en considération ça? Il y a quelque chose d'important pour les projets Maven, c'est propriété du projet, Maven Update Project. Alors qu'en fait, Update Project, donc en principe, souvent, si vous voulez carrément qu'il réimporte un peu, vérifie de la réimportation de nouvelles dépendances, etc., vous cochez Force Update of Snapshot Releases. Alors si vous faites ça, d'ailleurs, vous allez voir ici, ce n'est plus 1.5, mais plutôt maintenant vous avez 1.8. Je vois bien que mon projet Maven utilise donc Java 8. Ça c'est la première. Deuxième, quand vous travaillez avec un projet Maven, maintenant il me faut les librairies de Servlet JSP. Alors tout à l'heure on n'avait pas besoin de ça. Pourquoi? C'est parce que notre projet il est basé sur Tomcat, n'est-ce pas? Mais un projet Maven, bon, c'est un projet qui devrait être normalement indépendant c'est-à-dire du serveur que vous utilisez. C'est-à-dire, on ne va pas lui dire cherche-moi les jars dans Tomcat, etc. Non. Pour Maven, toutes les librairies qu'il va utiliser, il faut qu'elles soient déclarées dans POM XML. Alors, donc, nous avons besoin donc de chercher d'abord l'API Servlet. Servlet. API Maven Dependencies. Alors, j'utilise la version 3.1 de la Servlet. Alors, la version 3.1, donc vous voyez ici donc le code de XML de la dépendance. Donc ici, dependencies. Voilà. Donc j'ai l'API Servlet. Alors, vous voyez donc Group ID, Artifact ID. Vous avez la version, mais vous avez quelque chose peut-être que je n'ai pas expliqué la dernière fois, Scope. Alors en fait, Scope, donc, quand vous avez une dépendance, vous avez Scope. Alors Scope peut être soit compile, ça veut dire que c'est-à-dire cette dépendance doit être disponible au moment de la compilation. C'est-à-dire quand j'écris mon code, bah, cette librairie doit exister. Sinon, mon code ne sera pas compilé. D'ailleurs, c'est par défaut. Il y a runtime. Runtime, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette dépendance, je n'ai pas besoin de ce genre dans la compilation, mais j'en aurai besoin au moment de l'exécution. Exemple, le pilote JDBC de MySQL, n'est-ce pas? Alors vous en aurez besoin, mais est-ce que vous en aurez besoin quand vous écrivez le code? Non. Ah, plutôt, donc c'est un jar qui va charger dynamiquement au moment de l'exécution. Par exemple, le pilote JDBC de la base de données, du moment qu'il sera chargé dynamiquement, donc ici, au lieu de... par défaut, c'est compile, c'est-à-dire si vous mettez rien, c'est compile, c'est-à-dire il doit être disponible au moment de la compilation. Donc on doit mettre ici runtime. Ou tout simplement, il y a provided. Alors en fait, provided, c'est très important. Si vous utilisez compile ou bien runtime dans le scope, ça signifie que quand vous générez le WAR de l'application, quand vous générez le WAR de votre application, à la fin, à l'intérieur du WAR, il va garder les librairies, cette librairie. Donc si vous utilisez compile ou bien runtime, c'est-à-dire que le WAR que vous générez ou bien le jar contient ces jars, c'est-à-dire ces librairies. C'est ça, compile, runtime.
Mais si vous mettez provided, non. Alors provided, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous dites ils sont fournis par le serveur d'application. Ça veut dire que quand je génère mon WAR, ce n'est pas la peine de mettre l'API servlet, servlet.jar, ce n'est pas la peine de le mettre dans l'application. Pourquoi? Parce que du moment que vous allez déployer le WAR dans un serveur d'application, ben, il se trouve que tous les serveurs d'application disposent déjà de cette librairie, n'est-ce pas? Donc notez bien que la notion provided, ça veut dire c'est fourni. Il est fourni par le serveur d'application. Et c'est d'ailleurs l'idéal pour le cas de servlet, JSP. Alors tous les frameworks généralement qui sont fournis par le serveur d'application, généralement vous mettez dans la dépendance provided, c'est-à-dire vous les avez, vous travaillez avec, mais dès que vous générez le package final, ben, ces librairies, il ne va pas les inclure dans le package final. Pourquoi? Parce qu'ils sont fournis. C'est clair? Donc ça c'est servlet, API. Alors maintenant, JSP. C'est pareil. Donc vous utilisez servlet JSP Maven Dependency. Alors je vais utiliser toujours Java X Servlet JSP. Alors j'utilise la version 2.0. Alors si vous utilisez la version 2.1, il va vous dire d'ajouter une autre dépendance, expression language, machin, etc. Donc pour le moment, vous n'avez pas besoin de compliquer votre vie comme ça. Donc vous utilisez cette version 2.0, mais après quand vous aurez besoin de express language, en tout cas donc, quand vous allez utiliser GSTL, donc je vais vous montrer comment le faire. Alors ici donc je vais ajouter cette dépendance. Donc bref, ce que vous allez retenir, c'est que dans un projet Maven, donc vous aurez besoin de deux dépendances. Donc JavaX Servlet API et vous avez JSP API. Et c'est tout. Alors maintenant votre projet il est prêt à accueillir votre application. Alors maintenant je vais créer une servlette. Alors pour ne pas faire la même chose que tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais copier ma servlette, le package web que j'ai créé tout à l'heure, je le mets dans le dossier source main Java. Donc vous voyez bien que j'ai toujours la même servlette. Donc ici il n'y a pas de problème, j'ai bien HTTP servlet. Pourquoi? Parce qu'il est dans les dépendances. J'ai la même chose ici, donc je prends la page view JSP, je la mets où maintenant? Alors c'est différent parce que dans un projet Maven, il faut la mettre dans le dossier web app. Et web app se trouve dans source main web app. Ici, paste. C'est bon? Et on va tester. Alors si vous voulez tester la même chose, si votre projet est bien configuré, vous allez trouver Run on Server. Donc vous voyez donc du moment que c'est un WAR, c'est un projet Maven avec WAR, il sait que vous pouvez l'exécuter dans un serveur. Mais si c'était un jar avec Run on Server, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, je démarre en utilisant le même serveur Tomcat. Alors ici donc c'est Bank App et je peux tester avec controller name égale Hassan. Il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai bien ma servlette, j'ai bien ma page JSP, mais je n'ai pas déployé la servlette. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'en fait, mon fichier web XML, il est toujours, ici, à ce niveau-là, il est toujours vide. Pour utiliser une servlette, il faut la déployer. Alors, tout à l'heure, je l'ai déployé dans web XML, n'est-ce pas? Comme ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un autre moyen de déployer une servlette. C'est quoi? Au lieu d'utiliser web XML, on peut utiliser la notation web servlet. Alors, quand vous déployez web servlet, vous spécifiez name, c'est CS, et directement URL patterns égale, et vous mettez un tableau.
entre accolades. Et si vous voulez préserver la même config, vous mettez slash contrôleur et également étoile.php. Alors si ça vous amuse de tromper les gens, de leur dire que moi j'utilise PHP alors que je suis en train de programmer avec du Java, n'est-ce pas? Alors ici, sur mon navigateur, l'application s'appelle cette fois-ci Bank App slash contrôleur point d'interrogation name égale quelque chose slash contrôleur. Alors ça marche toujours pas. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, quand vous changez le fichier web XML et quand vous changez c'est-à-dire le déploiement, parce que le déploiement se fait au démarrage, n'est-ce pas? Donc souvent quand vous faites ce changement-là, il faut redémarrer le serveur. Alors maintenant, si vous voulez redémarrer le serveur, il est où la fenêtre serveurs? Il n'est plus là. Alors parce que je suis en perspective Java. Donc si vous basculez vers perspective J2E, vous pouvez avoir cette fenêtre. Sinon, vous pouvez utiliser Windows, Show View, Others, et vous regardez dans... il devrait être dans la catégorie serveur. Voilà, servers, voilà. La fenêtre servers. Alors vous voyez donc la fenêtre, vous pouvez la retrouver ici. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser Restart. Alors slash contrôleur. Alors vous voyez ici donc ça marche cette fois-ci. Name. Une Alors ici donc je suis dans l'application. Donc vous voyez donc j'ai complètement basculé d'un projet Java classique, plutôt une application web dynamique, vers un projet Maven. Alors qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner maintenant, comme c'est Maven, alors après je peux carrément utiliser les commandes compile, test, package, n'est-ce pas? Install, deploy. Donc toutes ces commandes-là, je peux les faire directement sur ligne de commande. Et d'ailleurs, est-ce que c'est clair? Alors maintenant, vous avez que ce soit un projet web dynamique et un projet web simple, à la fin, c'est quoi le livrable? Ben, si vous travaillez avec un projet web dynamique, comme ça, il faut générer le WAR, n'est-ce pas? Il faut générer un WAR, parce que si l'application c'est un WAR. Alors comment générer le WAR à partir d'un projet web dynamique? Vous faites export. Normalement, je devrais avoir ici export, c'est ça? Votre projet et web WAR file, web archive file. Next. Et après, vous dites la destination. Alors, la destination, donc je vais créer un projet plutôt dans la racine. Je vais appeler apps. Enfin, déjà apps. Web apps. Finish. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, tout simplement, ça y est, donc j'ai créé une petite application qui ne fait pas grand-chose, mais quand même, j'ai un résultat, le livrable final, mais je l'ai fait manuellement. Il se trouve dans Web Apps. Le fichier s'appelle firstweb.war. En fait, un WAR Web Archive, si vous voulez voir ce qu'il contient, vous n'avez qu'à le renommer, vous mettez .zip. Vous faites l'extraction et vous pouvez voir ce qu'il contient. Il y a une JSP, il y a WebInf, il y a classes. Les classes, vous voyez donc il y a une seule classe, c'est le contrôleur. Il y a dans le dossier lib, il n'y a pas de jar, parce que je n'ai rien ajouté. Mais s'il y a des jars dans votre projet, vous allez les trouver à ce niveau-là. Et voilà, c'est tout. Ce que vous avez. Mais WebXML, il est où? Il est là. C'est important. C'est clair? Alors ça, c'est pour un projet web dynamique. Alors pour un projet Maven, pour générer donc le WAR,
bah, tout simplement, vous faites, vous exécutez. Alors, vous pouvez faire ça. Run as. Alors, ici, vous pouvez utiliser Maven. Normalement, sur ligne de commande, vous pouvez utiliser terminal, Alt, CTRL, T. Ok, là. Voilà, terminal. Alors, mais là, il faut être dans le dossier de votre application. C'est-à-dire, logiquement, il devrait m'afficher ce dossier-là. Donc, je devrais être CD Past. Je suis dans mon application, c'est-à-dire là où il y a la racine du projet. Et ici, vous savez, du moment que c'est un projet Maven, vous pouvez utiliser la commande mvn et vous exécutez. Bon, alors, ça suppose que Maven, ça suppose que vous avez une version de Maven installée dans votre machine. Alors, dans mon cas, dans le dossier Tools, j'ai Maven, Apache Maven. C'est un fichier .zip que vous pouvez télécharger, que vous pouvez mettre là. Donc, Apache Maven /bin. Normalement, ce chemin-là, vous devrez l'avoir dans la variable d'environnement path. N'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas dans path, quand vous tapez Maven, il vous affiche commande non reconnue. N'est-ce pas? C'est des histoires que vous connaissez. En tout cas, si vous voulez travailler sur ligne de commande en dehors de l'IDE. N'est-ce pas? Alors ici, donc, ça c'est déjà fait. Donc ça veut dire que pour moi, si je fais Maven, par exemple, compile, rappelez-vous donc le cycle de vie d'un projet. Alors compile, ça veut dire quoi? Compiler. Donc Maven va compiler le code source du projet. Donc il lance la compilation. À vrai dire, je n'ai pas besoin de compiler parce que le projet il est déjà compilé, puisque je suis sur Eclipse. Après, vous voulez exécuter les tests unitaires, qu'est-ce que vous faites? mvn test. Ici, jusqu'à présent, il n'y a aucun test unitaire que j'ai créé. Tout à l'heure, on va en créer un. Mais ce qui m'intéresse là, c'est générer le package. Alors, normalement, si vous tapez mvn package, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait les trois. Il fait compile, il compile, et il teste, il exécute test, les tests unitaires. Et à la fin, vous regardez ici le chemin. Il vous dit, voilà, le war a été généré. Alors, il est où? Le chemin. Ben, il vous l'affiche en principe ici. Alors, où est-ce qu'il le met? Alors, dans un projet Maven, si vous faites refresh, vous allez voir qu'il y a un dossier qui s'appelle Target. Alors, dans Target, vous allez trouver un fichier qui s'appelle tout simplement Bank App, mais avec la version de votre projet. C'est la version 0.0.snapshot. C'est ce que nous avons dans le fichier .xml. Que je vous le rappelle, que la version de notre projet, c'est par défaut, c'est quoi? Ça, c'est la version. D'accord? Et après, vous avez le WAR. Et si vous voulez installer ce WAR dans le repository local, quelle est la commande qu'on va utiliser? Vous avez oublié? C'est mvn install. Alors, en fait, install, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il génère le WAR et après, il va l'installer dans le repository local. Mais où se trouve le repository local de Maven? Ben, il se trouve dans le dossier utilisateur. Le nom de l'utilisateur, .m2, repository. Et là, vous allez trouver, c'est quoi le groupe ID? ma.insert. Donc, vous cherchez un dossier qui s'appelle ma, il est là. .insert, artifact ID, version, et c'est là où vous allez trouver votre WAR. Bon, ça c'est en quelque sorte maintenant, mais après, vous voulez même déployer avec mvn deploy, on peut le faire. Alors, avant de passer à l'étape suivante, je vous montre comment maintenant déployer une application indépendamment de Eclipse. Alors, je vais oublier maintenant Eclipse ici. Je vais arrêter mon serveur qui est déjà démarré ici. Et après, je vais sortir de mon environnement.
sur ligne de commande, je veux démarrer Tomcat quelque part. Alors, je suis dans le dossier Tools. CD Apache Tomcat 8.5. Dans le dossier bin de Tomcat, vous avez Startup. Alors, en fait, Startup, donc ça vous permet, bon, vous voyez donc comment démarrer Tomcat, c'est-à-dire sur ligne de commande. Alors, Tomcat est démarré. Une fois qu'il est démarré, vous pouvez le démarrer d'une autre manière. Il existe plusieurs manières pour le démarrer. Mais pour accéder maintenant à l'interface d'administration de Tomcat, vous utilisez 80, localhost 80. Alors, normalement, c'est démarré. Alors, j'ai bien arrêté ici. Il est arrêté. Alors, on va regarder la fenêtre quand même. Comment? Non. Ça, c'est en millisecondes. On fait avec, c'est la durée de... Alors, regardez. C'est pas le numéro de port. Alors, c'est donc... donc, HTTP 80. Donc, il n'y a pas de problème. 80. Donc, localhost. Alors, en fait, je crois avoir changé la structure de Tomcat. Alors, je vais vous montrer sur une nouvelle instance. Une nouvelle instance de Tomcat. Alors, je vais l'arrêter. CTRL-C. Alors, dans le dossier Tools, en principe, je devrais avoir le fichier .zip de Tomcat, Apache Tomcat. Apache Tomcat, il n'est pas là. Je le télécharge. Donc, Tomcat 8.5 download. Alors, en principe 8.5, c'est vous chargez le zip directement. Voilà. Bon, je le mets quelque part dans un dossier. Par exemple, prod. Et directement extraire ici. Alors, vous voyez donc, voilà, dans le dossier bin, vous devrez trouver Startup. Alors, vous pouvez l'exécuter s'il y a ligne de commande, mais en tout cas, ça permet de démarrer Tomcat. Donc, c'est ça, c'est la configuration par défaut, si vous voulez. Alors, logiquement, donc Tomcat, il est démarré sur le port 80, localhost 80. Alors, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est Tomcat, c'est la console d'administration de Tomcat. Après, si vous voulez déployer un projet, maintenant, ça suppose que ça, c'est déployé quelque part dans un serveur distant. Pour le déployer, vous accédez à Manager App. Et pour accéder à Manager App, donc, il vous faut un mot de passe. Alors, quel mot de passe? Je ne sais pas. Alors, maintenant, il va falloir créer un utilisateur. Alors, où est-ce que vous allez trouver les utilisateurs de Tomcat?
Ça, c'est pour administrer Tomcat. Alors, dans le dossier Tomcat, vous avez conf et vous avez un fichier qui s'appelle server.xml. Alors, dans server.xml, vous avez la config, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Bon, server.xml, si vous voulez changer le port, un certain nombre de choses, mais plutôt vous avez Tomcat users. Tomcat users.xml. Alors, dans Tomcat users.xml, il faut, c'est parce que ce n'est pas un éditeur XML, donc il y a des commentaires partout, n'est-ce pas? Ça, c'est des commentaires. Alors, vous voyez donc ici, ça c'est Tomcat users. Là, il n'y a pas d'utilisateur. Alors maintenant, vous pouvez ajouter, c'est-à-dire cette partie-là, vous enlevez le commentaire tout simplement. Alors, je vais enlever ce commentaire. Je vais dire, j'ai un rôle Tomcat. Ça, c'est rôle 1. Je n'ai pas besoin de le créer, Tomcat. J'ai un utilisateur qui s'appelle Tomcat. Password. Alors, je vais mettre un mot de passe ultra sécurisé. 1, 2, 3, 4, 5. Qui a le rôle Tomcat. Alors, ici, je n'ai pas besoin de créer les autres. Mais après, vous allez voir qu'avec cet utilisateur-là, vous n'aurez pas le droit d'administrer les applications. J'ai pas fait. Voilà, commentaire. Ouais, donc j'ai mis un peu de minage comme ça. Alors, maintenant je vais le redémarrer. Et vous allez voir que ce n'est pas encore suffisant. Alors ici donc, j'ai mon dossier prod, Apache Tomcat, bin, startup. Alors regardez bien. Si j'accède maintenant à Manager App avec l'utilisateur Tomcat et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'accède à l'application, mais il vous dit vous n'avez pas le droit d'administrer. Vous n'avez pas le droit d'administrer avec cet utilisateur. Il n'a pas le droit d'administrer les applications. Alors, si vous voulez administrer l'application, il faut ajouter le rôle, ce rôle-là, à cet utilisateur. Et donc, le rôle s'appelle Manager. Oui. Donc, il faut le prendre, copier, et vous l'ajoutez à l'utilisateur ici, Tomcat, virgule, Manager. Oui. Donc, il faut lui attribuer ce rôle. Enregistrer. Hein? C'est pas le rôle, oui, c'est l'utilisateur. Vous avez raison. Alors, les rôles, virgule, Manager, Graphical User Interface. Bon, j'arrête et je redémarre. Alors tout ça, je vous montre manuellement, mais après, vous allez voir que par la suite, tout ça, il y a des outils qui automatisent des choses comme ça. Alors quand vous allez travailler avec Docker, avec des outils de production, généralement, ça devient plus simple. Mais c'est toujours bien de passer par cette étape. Comme ça, vous allez comprendre le rôle des autres outils. Alors, maintenant, je vais tester. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Voilà, alors donc Manager App, alors vous voyez donc comme je suis déjà authentifié, donc j'ai le droit d'accéder à cette interface. Et avec cette interface-là, vous pouvez déployer une application. Par exemple, ici, choisir un WAR. Et vous pouvez faire Upload, donc vous avez votre application. Il est où les WAR qu'on a générés? Alors pour la première application, c'est dans le dossier web App. Ah, j'ai renommé, donc je renomme encore, c'est pas .zip, c'est
.war. Donc je fais first app, deploy. Et là, vous allez voir, il y a une application qui est déployée, first app qui est déployée. Vous pouvez l'arrêter, la recharger, etc. Et si vous voulez maintenant la tester, vous cliquez sur ça. Et vous voyez bien que votre application maintenant, il marche. Contrôleur. Voilà. Alors donc vous avez déployé. Alors la même chose pour l'autre. Alors pour l'autre, il se trouve où? Il se trouve dans le dossier target. Donc je prends le chemin et je fais un déploiement de la même manière. Choisir le WAR. Je prends le chemin. C'est Bank App Deploy. Pas de problème. J'ai l'application ici. Alors, on a utilisé .php, n'est-ce pas? Test.php name égale Yacine. Alors, ça c'est. Alors, parce qu'on a utilisé une redirection, n'est-ce pas? Si c'était un forward, ici, on ne va pas voir JSP, mais on va voir plutôt PHP. Bon, globalement. Alors, vous voyez ici, donc, ce que vous venez de voir, on n'a pas fait grand-chose, mais c'est juste un petit, en fait, une lecture en diagonale. C'est quoi Servlet? Comment créer dans un projet web dynamique, un projet, c'est-à-dire Maven. Tout ça, c'est des petites choses, mais qui sont très, 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 très utiles pour la suite. D'accord? Bon, après la pause, donc, je vais vous montrer maintenant comment créer un vrai contrôleur d'une application avec Servlet avant qu'on passe vers la partie Spring MVC. Parce que dans la pratique, nous, on va travailler avec Spring MVC. Et après, vous allez voir, ça va permettre de faciliter beaucoup le travail. Bon, après la pause.